première table ronde avec beaucoup d'experts. Je vais appeler tous les participants à monter sur scène. Lundi, à Bercy, la directrice de la mission French Tech, Kat Borlogon, se demandait si la blockchain est une solution à tous les maux ou un buzz passager surinvesti par les consultants. Alors, pour en parler ce matin, adresser une sorte d'état des lieux de la blockchain, nous avons convié quelques consultants, des experts plutôt, et avec différents points de vue. Claire Balva, vous êtes directrice générale de Blockchain Partner, bonjour. Luca Camparini, vous êtes Blockchain Leader France chez IBM. Alors, on attend Jean-Michel Miss, le député, qui, je pense, a un petit peu de retard. Et Philippe Mutrici, bonjour, vous êtes directeur de l'évaluation des études et de la prospective chez BPI France. Et Fleur Pellerin, qu'on ne présente plus, mais quand même, cofondatrice et directrice générale de Corelia Capital. Alors, est-ce que la blockchain a suivi la fameuse courbe de Gartner après l'emballement, la hype? Est-ce qu'on a déjà sombré dans l'ère de la désillusion? Il y a eu des dizaines, même des centaines de POC, d'expérimentations. Est-ce que l'intérêt des entreprises s'est émoussé? Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Lucas, pour commencer. Est-ce que vous, chez IBM, vous avez constaté que la demande des entreprises était toujours là? La réponse courte, c'est oui. Si on développe un petit peu, donc l'histoire blockchain en France, côté IBM, a commencé en 2015. À l'époque, on était une équipe d'une personne, donc c'était moi-même l'équipe. Et depuis, en fait, on a observé plutôt des bons signaux positifs. Donc si on fait une photographie aujourd'hui, à Paris, dédiée à la blockchain, on a une équipe d'environ 50 personnes. Ça montre plusieurs choses. Ça montre d'un côté le marché qui s'agrandit. Donc il y a une demande pour embaucher 50 personnes en France dans une boîte américaine. Quand même, ça nécessite beaucoup de résultats, mais aussi beaucoup de push. Et malgré ça, on est arrivé à le faire. Ça montre également l'ambition d'un groupe comme IBM sur la blockchain. Je pense qu'IBM y croit à tous les niveaux. Il y a d'autres signaux assez positifs, c'est la présence. C'est la présence du gouvernement, dans le sens, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé cette semaine, mais le fait d'avoir un cadre institutionnel extrêmement favorable, extrêmement forward-thinking, un écosystème de start-up extrêmement pétillant, et une demande côté client qui est assez importante. Vous me disiez, il y a eu plusieurs vagues d'adoption. Quelles ont été les entreprises qui sont venues vous voir en premier, qui se sont intéressées à cette technologie? Plutôt la finance, justement? Oui, je rends hommage à qui m'a donné la phrase blockchain, un sport d'équipe. C'est une banque, c'est Natixis, lors d'un premier projet qu'on avait fait ensemble. Effectivement, la première vague d'innovation côté blockchain, on l'a observé sur les acteurs du service financier. Je pense que ce n'est pas une surprise. Pensez à une banque qui voit arriver Bitcoin et dit oula, le paiement c'est à moi. Je pense que ça suscite énormément d'émotions, et c'est, je pense, comme ça que les banques ont commencé à se rapprocher au sujet blockchain. Alors après, je pense que les banques ont également constaté qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que de risques dans l'utilisation des technologies blockchain. Je ne parle pas que des crypto-monnaies, voire je ne parle pas du tout des crypto-monnaies. Donc une première vague d'innovation, il y a des réseaux relativement horizontaux, donc des réseaux de compétiteurs qui se trouvent autour d'une table pour résoudre un problème d'écosystème. Des consortiums. Des consortiums, exactement. On l'a vu dans différents sujets. Je pense que le sujet le plus mûr, en tout cas dans l'optique IBM, c'est un projet appelé WeTrade, qui a commencé avec cette banque. Trade Finance, exactement, crédit documentaire, qui a commencé avec cette banque, qui a continué, ils sont 14, je pense, en Europe aujourd'hui. Il y a un partenariat avec un autre réseau, donc ça montre déjà un esprit de coopération, de réseau à Hong Kong. Et une deuxième vague d'innovation, plus récente, sur des réseaux plutôt verticaux, dans lequel
Le cœur de métier, c'est plutôt la traçabilité, l'origine d'un bien, la provenance. Et là, on voit émerger des sujets autour de traçabilité dans l'industrie, automotive, supply chain industrielle dans le food. Je ne sais pas qui a pu voir les annonces de Carrefour et Nestlé cette semaine sur la mousseline, donc un brand extrêmement iconique en France, qui a été blockchainisé, il est live depuis la semaine dernière. Traçabilité de produits de luxe. C'est pas Gadget, ça, la mousseline sur la blockchain? Comment? C'est pas Gadget, ça, la mousseline sur la blockchain? Alors, c'est pas Gadget, probablement, c'est un outil marketing sûrement, pour mieux engager le consommateur final. C'est plusieurs choses. C'est la partie visible, c'est un outil pour mieux engager le consommateur final. La réalité, c'est que derrière, il y a quand même une visibilité end-to-end sur des supply chains très complexes, et c'est une première fois où on a une vision qui traverse en fait le process et qui traverse les différents acteurs de la chaîne de valeur, c'est qui peut générer des gains en termes de supply chain énormes sur plein de sujets, pas que la traçabilité et l'accélération des retraits rappels en cas de crise sanitaire, mais aussi sur la gestion des déchets, sur l'optimisation de stock et des choses, je dirais, qui ne sont pas visibles côté consommateur. Mais côté consommateur, ce qui nous rend extrêmement fiers, c'est le début, à mon sens, d'un changement d'un comportement client. C'est-à-dire que lorsqu'on met sur les étagères d'un distributeur plusieurs produits et certains offrent une vision augmentée, transparente de leur histoire, et leur histoire, ce n'est pas une histoire statique, c'est une histoire dynamique au niveau du lot de production. Je pense qu'on va habituer les consommateurs de plus en plus à se tourner vers ces produits augmentés qui sont produits de façon transparente et qui bénéficient d'un facteur preuve des allégations qui sont affichées dans le produit. Vous me disiez que certains projets commencent à passer en production. Vous m'avez parlé notamment celui des greffiers, des tribunaux de commerce. Oui, c'est un des N projets qui sont extrêmement proches de la production. Il y en a d'autres qui sont déjà en production, évidemment. C'est une des raisons pour lesquelles je tiens beaucoup à ce projet, c'est que vous percevez mon accent, je ne suis pas exactement très français. J'ai découvert une profession qui n'existe pas en Italie, les greffes des tribunaux du commerce, qui est une profession qui est peut-être pas trop connue, en tout cas on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font. Pas très digital non plus peut-être? Alors on pense pas très digital, or on a pu constater qu'en fait c'est des gens qui ont une vision extrêmement claire et que l'optimisation que la blockchain peut apporter sur le réseau des greffiers en France, ils sont 134 sur tout le territoire, je disais répartis par des ressorts géographiques. D'un côté, c'est un outil d'excellence opérationnelle pour eux, donc améliorer les flux d'informations entre les différents ressorts géographiques, mais de l'autre, ça va avoir un impact énorme sur nous tous, en tout cas sur nous tous qui avons une vie corporate, donc des personnes morales, parce que l'optimisation qui est mise en place, la tuyauterie qui est mise en place entre les différents greffes des tribunaux de commerce va bénéficier tout le monde, va simplifier certains process d'onboarding, donc de création d'entreprise, de changement de ressort géographique par exemple, ce qui va avoir un bénéfice immédiat sur nous tous et sur tout l'écosystème des corporates qui consomment ces informations en valeur. Et on pourra avoir son cabis sur la blockchain. Pourquoi pas? D'accord. Claire, j'ai un peu envie de vous poser des questions du même ordre d'idée qu'à Loka. Est-ce que vous avez ressenti l'impact du crack des crypto-monnaies sur votre activité? Alors, non, assez peu. En fait, effectivement, les montées et les chutes des cours ont des impacts dans les discours de nos clients, mais plus à titre individuel. En fait, mon impression, c'est qu'effectivement, quand on discute en one-to-one avec certains clients, ils vont nous dire oh, j'ai acheté telle crypto, j'ai acheté une telle, ça a pris ou ça a perdu. Mais finalement, derrière, sur la demande concrète des entreprises, ça a assez peu d'impact parce qu'aujourd'hui, la très grande majorité de nos clients n'utilisent pas de crypto-monnaie. Donc en fait, les projets sur lesquels on travaille sont d'ailleurs la plupart du temps sur des blockchains privées et plus généralement sont des projets sans crypto-monnaie. Donc en fait, l'impact des cours sur les projets qu'on fait, il est quasi nul.
Donc montée ou chute, voilà, ça change parfois le discours, mais ça ne change pas la demande. Juste sur l'accompagnement peut-être des dossiers d'ICO, puisque vous aviez cette activité-là. Alors oui, effectivement, on a eu en 2017 une grosse augmentation, un gros afflux de demandes sur ces sujets ICO, qui a forcément diminué par la suite avec la chute du marché. Pour nous, ça n'a pas été problématique parce que ce n'était pas du tout la majorité de notre activité. Mais ce que je constate effectivement, c'est que quand les ICO sont arrivés, il y a très vite eu cet effet de bulle. On a reçu beaucoup de demandes qui n'étaient pas très cohérentes, de gens qui voulaient faire des ICO sans vraiment comprendre ce que c'était. Et donc effectivement, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un assainissement du marché plutôt qu'une chute. Donc c'est pas un problème. Vos plus gros clients aujourd'hui, et qui sont les plus appétents à ce genre de projet? Nos 2 plus gros clients aujourd'hui, c'est la Banque de France, avec qui on a fait la première mise en production en France sur le projet Madré et qu'on accompagne depuis sur diverses expérimentations. Et c'est l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences radio, avec qui on est en train de mettre en production le projet de gestion des fréquences libres de droit, donc la blockchain des fréquences. Voilà, c'est les 2 projets aujourd'hui sur lesquels on est les plus fiers, et surtout c'est les 2 projets un peu de blockchain d'État, si on peut dire. Donc voilà, aujourd'hui c'est nos 2 plus gros clients sur 2018. Vous faites aussi beaucoup de formations pour des groupes du CAC 40? Oui, alors c'est comme ça qu'on a commencé en fait. Nous, la formation, effectivement, en 2015-2016, c'était l'essentiel de nos prestations. Pour une raison simple, nous, au tout début, quand on a démarré notre aventure, on a démarré en faisant de la pédagogie parce que c'était la toute première demande qu'on recevait. Finalement, les entreprises, à l'époque, elles ne faisaient pas de POC, elles ne savaient pas ce qu'était la blockchain. Donc, elles venaient nous voir, nous qui avions un site web pédagogique à l'époque, en nous disant « Est-ce que vous ne voulez pas venir nous expliquer pendant 2 heures ce qu'est la blockchain ?» Donc, on a commencé comme ça. Au tout début, on s'est dit bon, un jour tout le monde sera formé sur la blockchain et on fera plus de formation. Et en fait, si, ça continue d'augmenter. Et on a aussi de plus en plus de demandes de formation qui d'ailleurs deviennent de plus en plus précises, de plus en plus techniques ou sur des cas d'usage de plus en plus spécifiques. Et quelles sont les ambitions des clients et des projets que vous rencontrez? Est-ce que c'est des petits POC pour tester? Est-ce que ça va un petit peu plus loin? De plus en plus, ça va plus loin, effectivement. Et là, je rejoins Luca. En fait, la demande ne s'est pas tassée, elle a plutôt changé, je dirais. C'est-à-dire que là où il y a 2 ans, on voyait beaucoup d'entreprises venir en nous disant « Bon, j'ai du budget pour un POC, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi le cas d'usage ?» C'est combien un POC? Alors, ça dépend de l'ambition du POC, mais chez nous, ça va de 25 à 60 000 euros, à peu près. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est des clients qui ont tout de suite une envie que ça aille en production derrière. Et donc la démarche est un peu différente, parce que quand vous faites un POC, vous vous dites bon, il y a 1 chance sur 2, voire 3 chances sur 4 que ça aille à la poubelle. Quand vous allez mettre en production un projet, vous ne raisonnez pas tout à fait de la même manière, vous impliquez plus de gens, vous impliquez le juridique, vous impliquez le métier. Donc c'est des projets qui sont un peu plus longs, c'est des projets qui sont plus conséquents, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant parce que derrière, il y a des retours d'expérience qui sont beaucoup plus fins. D'accord. Oui, les points bloquants, c'est quoi le juridique? Alors, oui, les points bloquants aujourd'hui, c'est effectivement parfois le juridique qui s'inquiète de quelle est la valeur juridique de ce qu'on met dans une blockchain, par exemple. Alors l'Italie a progressé là-dessus, mais en France, on n'y est pas encore. Qui va s'inquiéter de ce qui se passe niveau RGPD, par exemple. Si on a des tokens, si on est sur une blockchain publique, il va s'inquiéter de ce qui se passe niveau comptabilité. Donc effectivement, il y a beaucoup de... Alors blocage, c'est peut-être fort, mais en tout cas, il y a des freins juridiques et réglementaires. Et puis il y a un autre frein aussi, c'est celui de l'expérience utilisateur, qui aujourd'hui n'est pas complètement optimisé sur les blockchains. Finalement, comment est-ce qu'on récupère son mot de passe de manière intuitive sans avoir à forcément stocker 24 mots si je suis juste l'utilisateur d'une plateforme. Donc voilà, toutes ces questions-là, nous on y travaille beaucoup en R&D. On a à peu près 20% de notre temps qui est dédié à de la R&D sur ces sujets. Et donc ça nous permet de proposer des solutions les plus innovantes à nos clients. Alors vous parliez d'acteurs publics innovants. Jean-Michel Miss, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes député LREM de la Loire. Vous êtes plongé dans l'écosystème de la blockchain pour le rapport de la mission d'information parlementaire sur les usages blockchain. Alors, vous avez auditionné beaucoup de monde. Vous n'étiez pas familier de cet univers. Quel a été votre constat? Non, moi je suis juriste de formation, donc effectivement, quand on me parlait d'algorithmes et de crypto, je n'étais pas forcément particulièrement allant. Donc finalement, j'étais dans l'état du citoyen lambda par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, puisqu'on nous donne des alertes sur les dates, on a présenté notre
la mission dans la commission des finances il y a juste un an, lors de son lancement. Donc on est vraiment un an après, et on voit aujourd'hui la progression quand même que ces questions-là ont eu dans l'opinion publique d'une manière générale. C'était un sujet important parce que je pense qu'il y a un maître mot par rapport à la blockchain qui est la notion de confiance. Et cette notion de confiance, elle n'adresse pas simplement l'écosystème de la blockchain proprement dit, mais elle adresse l'ensemble de la communauté, pour ce qui nous concerne, le Parlement évidemment, mais bien au-delà, l'ensemble des acteurs économiques et les citoyens du pays, pour qu'on puisse s'approprier une technologie qui aujourd'hui effectivement a 10 ans, mais qui est encore un peu méconnue, qui sur certains plans n'a pas la maturité qu'on souhaiterait encore. Mais je vous avoue que lundi après-midi, après la matinée à Bercy, qui était déjà en soi intéressante de ce point de vue-là, parce que je crois que si on veut donner la confiance aux acteurs, il faut que le politique, dans toutes ses dimensions, montre également qu'il a lui-même cette confiance et qu'il peut la redistribuer. Et donc le fait de le faire à Bercy, c'est important. Mais alors l'après-midi, avoir des pitchs avec des startups et des VCs dans les couloirs de l'hôtel de la Sèche, je vous avoue quand même que là, je me suis dit, on a dû quand même passer un cap, parce qu'il y a un an, je ne nous aurais pas vu faire la même chose. Donc de ce point de vue-là, je suis assez optimiste par rapport à la manière dont les choses évoluent, même si, comme ça a été dit, on n'est pas dans un monde parfait, on n'a jamais prétendu, et il y a encore du chemin à parcourir, mais on est quand même passé des preuves de concept qui parfois étaient un peu dans un système un peu Far West, où on avait un peu de tout, parfois des choses un peu farfelues, à aujourd'hui à un passage en production avec des projets qui sont portés d'ailleurs par des institutionnels, ce qui montre bien quand même que même si c'est parfois dans des relations B2B, ils sont quand même extrêmement allants sur ces sujets. Je crois que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et les acteurs que vous avez auditionnés, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que les projets avancent? La bonne nouvelle, c'est que les acteurs sont toujours là, effectivement. Un an après, on arrive à voir, non seulement ils sont toujours là, mais ils sont bien plus nombreux, puisque le ministre de l'économie avait souhaité également faire un peu un inventaire, parce qu'on parle un peu dans le vide, on se disait, mais combien finalement on parle de start-up, parfois un peu facilement en France d'ailleurs. C'est bien de mettre des mots anglais, mais parfois, c'est pas réellement des startups, quoi. C'est pas parce qu'on crée une entreprise que ça devient forcément une startup. Donc, il a fallu quand même identifier tout ça, voir celles qui pouvaient vraiment prétendre à ce qualificatif. Et on a au moins 200 dans le domaine de la blockchain en France qui travaillent et qui sont considérés et qui sont vraiment évidemment sur des cas d'usage différents, mais ça montre que la richesse de l'écosystème et que sa diversité commence effectivement aujourd'hui à être intéressant. 200 projets, hein. C'est pas forcément 200 startups, hein, mais non, mais je crois que les chiffres qui circulent, c'est plutôt une cinquantaine. Mais alors, vous recommandiez des investissements publics pérennes dans la blockchain, dans votre rapport. Alors, il n'y avait pas de chiffres, mais vous aviez évoqué par ailleurs 500 millions d'euros éventuellement. Bon, vous n'avez pas été suivi par Bruno Le Maire, qui n'a pas annoncé de chiffres précis. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que c'est indispensable? Il y a un manque d'investissement? Non, il a annoncé un chiffre bien plus intéressant, puisqu'il l'a capé à 4,5 milliards. Donc on a dit, nous, ça nous va bien. 500 millions, c'était pour la blockchain, on était ambitieux. Mais il a annoncé 4,5 milliards pour l'innovation. On a dit, bon, et il a surtout quelque chose d'intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres, c'était aussi une manière de montrer qu'il fallait mettre la barre quand même à un certain niveau, parce que sinon, il fallait que la puissance publique s'engage. Et c'est une manière pour la puissance publique de s'engager, quand même, de mettre un peu d'argent sur la table. On a créé des nouveaux dispositifs, donc le fonds d'investissement d'avenir, les programmes d'investissement d'avenir, et puis le fonds d'innovation qui a beaucoup fait l'actualité la semaine dernière, parce qu'effectivement, il est financé avec des cessions d'actifs, donc forcément, il faut bien pouvoir amorcer ce fonds, et quand même dimensionné à 10 milliards d'euros. Donc on a bien effectivement conscience que la blockchain n'absorbera pas tout ce fonds. Mais le fait que le ministre en parle à Bercy, le fait que par exemple la BPI France, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'acteurs
à BPI France qui s'occupait uniquement de la blockchain. Depuis lundi, c'est fait. Donc, les porteurs de projets blockchain auront un interlocuteur dédié sur ces sujets. Donc, je crois qu'on avance, quoi. On éclaire un peu le chemin. On n'est pas encore, on est au début, mais je pense que la progression est clairement, elle est significative. Alors merci de m'offrir cette transition. Vous parliez de BPI France. Alors, quand on parle de financement de start-up, on pense forcément à BPI France, autre acteur public ardent soutien de l'écosystème blockchain. Alors Philippe Mutrici, bonjour. Vos services avaient réalisé un mapping, une cartographie de l'écosystème blockchain. J'ai envie de vous poser la même question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ? Est-ce qu'il y a une mortalité plus importante dans ce domaine-là ? Oui, mais ce n'est pas directement lié au sujet blockchain. La mortalité qu'on a constatée l'année dernière, c'est une mortalité assez naturelle à laquelle Claire a déjà fait allusion, qui est la mortalité de tous les porteurs de projets qui ont vu dans les ICO des levées d'argent faciles. Et c'est vrai qu'il a été très facile de lever de l'argent en ICO. Comme vous le savez, l'ICO, elle utilise de la blockchain. Donc l'ICO n'est pas toute la blockchain, mais l'ICO est dans la blockchain. Et donc du coup, il y a eu peut-être une confusion sur un certain nombre de projets l'année dernière, qui sont rapidement allés au tapis quand des porteurs de projets que nous on recevait à BPI France venaient nous voir pour dire on va faire un financement, on va créer un token, donc on leur demandait pourquoi faire, on ne savait pas trop, il n'y avait pas vraiment de réponse en face. Et donc c'était vraiment le mythe de la levée de l'argent facile. Je rappelle qu'à une petite époque de l'année 2017, avec un white paper d'une page, il y a eu des levées de plusieurs millions d'euros ou de dollars dans le monde. Donc ça, ce n'est pas l'économie réelle. Donc c'est cette bulle-là qui a éclaté. Et tous ceux qui ont cru que se sont inspirés de cette bulle pour monter des projets, évidemment, n'ont pas trouvé de financement. Je ne parle même pas des arnaques qu'il y a eu dans ce domaine-là. Donc, en physique, on parlerait d'une illusion d'optique. Voilà. Ce n'est pas parce que ces projets sont allés au tapis que la blockchain n'est pas en train de se développer très rapidement. Il y en a d'autres qui sont encore là, effectivement. Est-ce qu'il y a assez de financement aujourd'hui ? Est-ce que BPI France contribue à soutenir concrètement l'écosystème en subvention ou en investissement direct ? Alors, je vais répondre oui, mais j'ai conscience que beaucoup de personnes dans la salle, et même peut-être sur scène, vont dire qu'on ne va pas assez vite. Oui, bien sûr, puisqu'on a à BPI France une gamme de financement qui permet de couvrir quasiment tous les stades de développement des projets. Et non, on ne va pas assez vite parce qu'à ce jour, aujourd'hui, donc au mois d'avril, nous n'avons pas encore pris de participation en capital dans une entreprise qui a un projet essentiellement blockchain. Et donc, de ce fait, ce signal-là serait un signal beaucoup plus fort. C'est-à-dire que la prise de risque en capital est peut-être ce que les acteurs attendent le plus de notre part. Donc ça, pour cette partie-là, on ne l'a pas fait encore. Mais en amont, c'est-à-dire sur tous les dispositifs de subvention à l'innovation, de prêt d'amorçage, je ne vais pas vous faire la litanie de l'ensemble des produits qui permettent d'accompagner des porteurs de projets, mais on est au-delà de 150 financements. Donc on n'est pas loin du chiffre de 200 qui est avancé par le député. On ne peut pas avoir la prétention de financer tous les projets, et heureusement, je veux dire, on n'est pas non plus dans une situation de guichet obligatoire public dans lequel il faudrait passer. Ce serait monstrueux si on en arrivait là. En revanche, tous les bons projets qui viennent nous voir trouvent aujourd'hui des financements, mais plutôt dans la partie bas de bilan que dans la partie haut de bilan. Je veux dire qu'on a aussi été un peu victime de cette illusion d'optique, c'est-à-dire que l'année dernière, on s'était préparé à accompagner une ICO. Et en fait, ce n'est pas tellement le retournement du marché qui nous a empêchés de passer à l'acte, c'est plutôt l'allongement du calendrier législatif, puisqu'on ne pouvait pas accompagner une ICO tant que la loi Pacte n'était pas votée. Voilà, donc ce sujet qu'on pensait sur le dessus de la pile en 2018, finalement, ne l'a pas été, et il est évidemment maintenant, on revient d'actualité compte tenu du vote de la loi. Qui a été, il nous faut aussi la sortie du règlement AMF. Voilà, exactement. Et il nous faut le règlement AMF qui n'a pas tardé. Oui, apparemment, l'AMF sera en position de donner ses premiers visas en septembre. Hein, c'est ce qu'a dit Robert Ophel lundi. On parlait d'investisseurs, donc je vais me tourner vers vous, Fleur Pellerin. Alors, on vous connaît comme ancienne ministre. Hein, c'est vous qui aviez lancé la French Tech en 2015. Désormais, vous êtes dans le capital risque chez Corelia Capital et vous avez investi notamment dans Ledger, on avait Eric Larchevêque tout à l'heure, et dans Bitfury. Alors peut-être que vous nous en parlez un peu plus, ça c'est une entreprise néerlandaise qui est plutôt dans les équipements de minage. Alors,
Comment cet hiver des cryptoactifs a-t-il eu un impact sur globalement le marché? Parce qu'on a vu, ça pèse quand même sur l'activité. Oui, il a eu un impact fort sur la valorisation des entreprises. Alors nous sommes des investisseurs. On va commencer à investir en 2017, début 2017, et nous sommes des investisseurs de long terme, très présents aux côtés des entrepreneurs. Donc pour nous, cette volatilité-là, elle était prévisible dans capital risque à risque. On savait qu'en faisant un investissement dans des entreprises spécialisées dans la blockchain, on prenait aussi un risque. Mais on est persuadé que les entreprises dans lesquelles on a investi sont des entreprises qui développent des technologies qui seront cruciales pour les prochains développements de la blockchain. Là, je pense que tout ce qui a été dit a bien éclairé le débat sur la pérennité de cette technologie. Je crois qu'on n'était pas du tout dans un sujet de hype avec une espèce d'explosion au moment de la forte augmentation du prix du Bitcoin et puis ensuite une chute qui serait irrémédiable. Je crois que la technologie blockchain, vous avez bien vu toutes les applications qui ont été mentionnées. On pourrait parler aussi des applications de type de type gestion des droits d'auteur. Vous avez qu'il y a des applications en ce moment qui sont lancées sur ces sujets. La traçabilité est une question ultra importante aujourd'hui dans tout ce qui est B2C. Donc je crois que ces technologies qui sont en train de maturer progressivement, que les entreprises et les institutions sont en train de s'approprier progressivement, c'est un univers assez complexe, donc ça exige évidemment une acculturation. Tout ça est promis à un avenir, à mon avis, qui autorisera des développements assez radicaux. Et donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce pari. Les entreprises dans lesquelles on a investi sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises de cryptocurrency, qui sont des entreprises d'infrastructure en fait, de blockchain, sécurité pour Ledger et vraiment infrastructure, minage, mais aussi des puces qui sont vraiment des puces qui sont blockchain ready, je dirais, ou qui sont vraiment très efficientes dans des utilisations d'intelligence artificielle. Et des technologies aussi pour les data centers, parce que vous savez que tout ce qui est crypto, minage et blockchain est très consommateur d'énergie, et donc c'est des solutions aussi d'infrastructure pour réduire la consommation d'énergie. Donc ça, c'est plutôt ce que fait Bitfury. La baisse des valorisations, est-ce que ça crée des opportunités d'investissement ou est-ce que ça repousse l'horizon de sortie? Est-ce que l'espoir de voir des licornes disparu? Non, je ne pense pas du tout. Probablement, ça a conduit certaines entreprises à revoir le plan. C'est ce que disait Éric Larchevêque tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu un moment, un emballement au moment où le Bitcoin atteignait des sommets et où certaines entreprises auraient pu, d'ailleurs ça a été le cas à l'étranger, où il y a eu des introductions en bourse qui n'ont pas forcément d'ailleurs été ensuite très couronnées de succès. Mais forcément, ça rallonge un petit peu l'horizon de sortie ou de cotation d'un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs dont les activités se développeront à plus long terme en accompagnant la maturation des applications et des cas d'usage des entreprises dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est sûr que ça m'étonnerait qu'il y ait de très très grosses introductions en bourse dans l'année qui vient. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. On a vu notamment le chinois Bitmain qui a repoussé son introduction. Est-ce que les ICO, on en parlait tout à l'heure, les levées de fonds par émission de jetons numériques, est-ce que ça a été une concurrence avec les VC? Alors nous, c'est vrai que c'est arrivé à un moment assez intéressant parce que nous, on voyait, enfin, le segment du capital risque ou du capital investissement se voyait un peu concurrencé. C'était vraiment quelque chose qu'on a observé l'année dernière par les ICO, mais plutôt du côté très early stage, plutôt seed, enfin, pour des levées de fonds un peu au début d'amorçage, au début de la vie des entreprises. Donc on voyait les ICO gratter un petit peu de terrain de ce côté-là. Et puis sur le côté plutôt late stage, plutôt croissance, etc., on voyait le private equity aussi qui arrivait un peu sur le terrain du capital risque. Donc c'était vraiment un moment où le capital risque était un peu pris en tenaille entre les gros acteurs du private equity d'un côté puis les ICO de l'autre. Bon, les ICO, ça s'est vraiment beaucoup calmé et tassé. Mais je trouve que c'était quand même au-delà des arnaques qu'il y a pu avoir, effectivement, c'était quand même une démarche intéressante. Et je trouve que ça invite aussi à réfléchir de manière plus générale et à plus long terme sur le capitalisme lui-même, sur la manière dont on peut, aujourd'hui, à l'époque de la data, on a beaucoup parlé des questions de travail gratuit, des gens qui sont des contributeurs gratuits ou non rémunérés à l'activité d'un certain nombre d'entreprises. Vous voyez des gens qui postent des trucs sur YouTube ou qui alimentent les réseaux sociaux. Et donc, cette tokenisation, je trouve que c'est aussi une invitation à réfléchir sur le
capitalisme un peu 2 ou 3.0 et sur la manière dont on peut finalement devenir une forme de stakeholder, de je ne sais pas comment on pourrait dire en français, de partie prenante à un projet d'entreprise, en étant un peu associé à son capital, mais pas sous l'angle traditionnel d'actionnariat. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose qui nous invite à réfléchir à la manière dont on pourra envisager la participation capitalistique à l'avenir. Je trouve ça très intéressant. Je voyais que ça faisait réagir BPI et je me demandais si la BPI elle-même avait réfléchi à des cas d'usage pour elle-même de la blockchain, pour montrer l'exemple. Oui. Ce que disait Jean-Michel Miss. Oui, on a réfléchi à des cas, mais je pense que les exemples s'appuient surtout sur une question fondamentale qui est pourquoi on s'y intéresse à ces cas. Et la réponse est parce que nous avons acquis la conviction à peu près parallèlement à la mission parlementaire, même si on a mené notre réflexion de façon séparée, nous avons acquis la conviction que nous étions vraiment devant l'avenir de la finance. J'ai vu le titre du colloque, Futur de la finance ou Finance du futur, c'est un peu les deux, et en même temps dans la question, c'est pas tellement le futur, c'est le présent, c'est-à-dire que c'est le présent de la finance aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas quel est le bon terme pour parler de la révolution qui est en cours aujourd'hui, si on peut parler de blockchainisation, de tokenisation. En tout cas, il est certain que la finance est en train de changer complètement, et je pense que Fleur vient de très bien l'illustrer à partir de l'activité de son fonds. Mais au-delà de la finance elle-même, ce qui est en train de se passer dans l'économie est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce prix Nobel qui disait l'activité, la révolution numérique, je la vois partout, sauf dans les chiffres de la croissance. Moi, ça m'a vraiment frappé, cette remarque très juste des économistes sur le fait qu'on ne voyait pas la révolution économique dans la croissance. Et je pense qu'on ne la voyait pas parce que simplement on était dans la première étape de la révolution numérique. La première étape de la révolution numérique, c'est l'Internet. Et on peut considérer aujourd'hui qu'on est en 1995 pour la blockchain. Donc en 1995, c'était pour l'Internet, il y avait des gens qui y croyaient, des gens qui n'y croyaient pas. Mais le problème de l'Internet, c'est que finalement, ce n'est pas grand-chose, c'est juste de la circulation de l'information, très rapide. Alors ça facilite énormément d'activités, mais ça ne permet pas d'envoyer dans le réseau des choses qui ont de la valeur. Internet n'est pas sûr de ce point de vue-là. Ce qui arrive avec la blockchain, on est dans une étape 2 de l'Internet, où on va pouvoir s'échanger des valeurs en toute sécurité. Et comme par exemple les tokens qui sont assimilés, comme Fleur vient de le dire, à des titres de propriété quasiment. D'ailleurs, il y a des tokens qui sont des titres de propriété, on les appelle les STO. Et puis, il y a des tokens utilitaires qui sont un peu plus mixtes, et où il y a à la fois une notion de consommation et une notion de propriété. Donc, on est en train de changer d'univers de façon radicale. On entre dans l'âge 2 de l'Internet, un Internet dans lequel les business models, en bon français, vont être radicalement nouveaux eux aussi. Et donc, ma réponse est un peu longue, mais il faut absolument considérer que c'est l'avenir. Enfin, c'est même le présent, puisqu'on investit déjà, on a des grands groupes qui sont en train de se déployer dans cette technologie. Alors nous nous déployons sur 3 axes. L'axe des ICO, je ne vais pas trop développer. Donc nous nous préparons à accompagner des ICO quand le marché redeviendra dans une période, je dirais, plus raisonnable, c'est-à-dire après le nettoyage dont parlait Claire tout à l'heure, qui a déjà eu lieu en partie et qui va se prolonger jusqu'à la publication des textes réglementaires. Le deuxième axe dans lequel on se prépare, c'est l'investissement capital, évidemment. Donc, nous avons comptabilisé dans nos fonds partenaires, puisque BPI France peut investir en direct ou via des fonds partenaires, déjà 17 investissements en blockchain. Donc, ce qui manque aujourd'hui en termes d'investissement capital pour BPI France, c'est l'investissement direct. BPI France qui va directement dans l'entreprise. Mais on a déjà financé, on finance à peu près 250 fonds français de capital investissement, et ce sont ces fonds-là, 17 d'entre eux ont déjà fait un investissement blockchain, avec une partie de l'argent qui vient de BPI France, bien sûr. Et le troisième axe, qui est le plus caché et pour lequel je ne pourrais pas aller trop loin, parce que ça fait partie, je dirais, des sujets très, entre guillemets, encore une fois, touchy, c'est la blockchain appliquée à notre propre univers de fonctionnement bancaire. Donc là, on fait partie d'un groupe qui est piloté par la Caisse des dépôts, dont Nadia parlera tout à l'heure. Et pas seulement, c'est-à-dire qu'on réfléchit en interne sur nos propres activités de financement, et notamment sur des activités de financement bancaire, de back-office et de middle-office, comment on pourrait nous-mêmes utiliser de la blockchain
pour améliorer la productivité et les services. Dans cette révolution numérique qui est en cours, donc encore une fois, la première étape, c'était Internet. Là, on ouvre une deuxième étape, qui est la blockchain. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième étape, c'est que tous les acteurs de l'économie peuvent faire des gains de productivité considérables. Du coup, la révolution numérique, on va peut-être commencer à la voir dans les chiffres de la croissance. Jean-Michel Miss, l'Assemblée nationale a été un peu transformée en accélérateur blockchain géant lundi soir. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose? Est-ce qu'il y a des projets d'utilisation de la blockchain par l'Assemblée ou... L'Assemblée est une maison qui avance à son pas, donc je ne sais pas si Richard Ferrand et le train de députés, je connaissais le train de réfléchir sénateurs. à l'usage de la blockchain à l'intérieur même de la maison. Moi, je suis parti ensuite de ce round d'échange avec les VCs parce que j'avais une autre intervention, donc je n'ai pas vu la suite du film. Ce que j'ai pu voir, c'est effectivement quand même le regard intéressé de beaucoup de collègues qui étaient là et qui, jusqu'à maintenant, effectivement, nous regardaient un peu de manière curieuse, mais qui aujourd'hui essaient de réfléchir de quelle manière on pourrait nous l'approprier. Je pense que l'un des intérêts de la blockchain, c'est cette capacité à amener de la transparence d'une manière générale. Il n'y a pas de raison que cette transparence ne soit pas appliquée à la fois aux décisions publiques, mais à la manière dont on les prend et à l'organisation des processus de délibération, de voir de quelle manière on pourrait rendre traçable un certain nombre de décisions qu'on peut prendre. Le vote, on pourrait imaginer le vote. On peut imaginer plein de choses. Je pense que les cas d'usage qu'on peut imaginer sont sans fin. Il y a des parlements étrangers qui, pour l'instant, sans blockchain, arrivent à faire mieux. Donc je pense que nous, en mettant en place un certain nombre de blockchains, on pourrait peut-être effectivement améliorer nos process de décision, les rendre plus transparents, éviter peut-être que des votes aient lieu à des horaires où naturellement, d'un point de vue physiologique, on est plutôt enclin à aller se coucher, et où la démocratie s'exerce mal, à mon avis, entre 3 et 5 heures du matin. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça auxquelles on peut penser. Je n'ai pas plus réfléchi que ça, là vous me posez la question, mais je pense que en travaillant un peu, il n'y a pas de raison. Sur le vote électronique, il y a déjà, au-delà des preuves de concept, aujourd'hui, des cas précis. Alors, on est plutôt dans des votes au sein de l'entreprise, des grands groupes qui utilisent la blockchain justement pour valider leur délibération interne. On peut l'imaginer, je pense qu'il y a des annonces qui sont faites dans le domaine des référendums d'initiative locale. Typiquement, la blockchain pourrait être un cas d'usage qui est mature d'un point de vue technologique. De ce point de vue-là, il y a déjà des projets en cours et je pense qu'on peut complètement les mettre en œuvre assez rapidement. Il y a une solution proposée par Orange, je crois. Pardon ? Il y a une solution proposée par Orange, je crois. Oui, voilà, je ne voulais pas citer d'opérateurs parce qu'il y en a d'autres, mais effectivement, Orange a beaucoup travaillé là-dessus avec un modèle qui est assez subtil dans la mesure où il respecte les règles habituelles du vote, avec un bureau de vote, des assesseurs, des scrutateurs. Donc on respecte cette règle qui fonde aussi la confiance dans la manière dont on vote en France. On n'a pas l'habitude de voter par correspondance, de vote électronique. On a quelques bureaux de vote avec des machines à voter, mais on n'a pas encore cette tradition. Et si on veut que ça prenne, il faut que d'un point de vue de la méthode, on respecte effectivement les process. Et Orange, donc, puisque vous citez, a effectivement mis en place cela. Donc on peut l'imaginer à la fois au niveau local, au niveau national et au niveau du fonctionnement interne du Parlement, sans aucune difficulté. Oui. Vous m'aviez dit que 2019 serait l'année de la blockchain, de la concrétisation. Peut-être un petit mot de conclusion de chacun. Vous pensez que 2019, ce sera quoi, l'année de la maturation, l'année de l'assainissement ? Moi, je pense que ce sera l'année où on aura les premiers retours d'expérience concrète des projets qui ont été mis en production. Comme tous les projets qui sont mis en production sur toutes les nouvelles technos, forcément, il y a souvent un peu de retard, c'est souvent plus long que ce qu'on imaginait parce qu'il y a des obstacles qu'on a du mal à anticiper. Mais pour moi, 2019, ça sera vraiment l'année où on pourra commencer à identifier quels sont les projets qui ont un véritable ROI, quels sont ceux qui n'en ont pas. Ça sera l'année où on pourra commencer à identifier quels sont les obstacles classiques, très classiques d'un projet blockchain. Alors même si on commence déjà à avoir des idées, ils ne sont pas tous résolus. Et donc,
pour moi, le 2019, ça sera vraiment un peu le trigger point, l'année qui permettra, à partir de 2020, de passer des projets blockchain en production beaucoup plus facilement. Luca ? 200% d'accord. Et j'ajoute peut-être une autre réflexion, c'est pour moi 2019 est l'année où la blockchain va toucher le grand public. Si je fais une rétrospective par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup de projets B2B, donc relativement loin du grand public et difficile à lire par le grand public. Aujourd'hui, de plus en plus, on fait du B2B2C et on s'adresse de plus en plus au grand public des non-technologues qui peuvent toucher en fait, au vrai bénéfice de l'utilisation de la technologie. La technologie reste l'outil et l'important, c'est qu'est-ce qu'on y fait avec. Fleur ? Oui, je pense qu'il va y avoir, l'assainissement va probablement se poursuivre, c'est-à-dire je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas viables ou qui n'avaient pas de projet soutenable dans la durée qui vont probablement faire autre chose et pivoter, mais du coup, ça sera une année intéressante de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, les cas d'usage vont se préciser, les entreprises vont continuer ou les institutions vont continuer à s'approprier davantage la technologie, à mieux la comprendre, à mieux envisager les potentialités. On a évoqué un certain nombre d'entre elles, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres dont on n'a pas parlé, sur les questions de dossier médical, par exemple, sur des questions d'identification numérique, sur des questions de gestion de carte grise. Enfin, je vois beaucoup de cas d'usage public, en tout cas, et je pense que les institutions pourront vraiment être motrices, ce qui implique aussi que les responsables politiques et les autorités administratives commencent à réfléchir sur les aspects réglementaires qui seront de nature à permettre l'innovation et à assurer aux acteurs locaux la capacité d'être en pointe sur ces sujets-là. On voit bien comment, dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, le fait que certains pays soient plus libéraux sur la réglementation permet à leurs acteurs économiques de prendre un coup d'avance. Donc il faut vraiment que sur ce sujet, qui est un sujet complexe et un peu sophistiqué, on ait des décideurs publics qui soient vraiment en pointe et qui soient capables de prendre des réglementations ou des régulations adaptées à la fois à la protection des consommateurs, mais aussi à l'innovation des acteurs économiques. Et pour terminer, un dernier petit mot de conclusion de BPI France. J'ai envie de poser la question, qui a déjà fait un paiement en crypto dans la salle? Voilà, ça c'est l'année 2018. Qui a déjà fait un virement interbancaire en utilisant le SEPA? Beaucoup plus, et probablement quasiment tout le monde. Là, vous avez utilisé de la blockchain, mais vous ne le savez pas. Je pense que l'année 2019, c'est l'année où on va réaliser qu'on utilise la blockchain dans la vie de tous les jours. Je pourrais poser la question, qui a déjà acheté un poulet chez Carrefour? Bon, mais là, peut-être que tout le monde ne va pas chez Carrefour, tout le monde ne mange pas du poulet. Dernier mot, Facebook gère remarquablement sa communication. Ils ont livré une petite exclusivité au New York Times il y a 3 semaines à peu près, en disant qu'ils travaillaient sur un stablecoin, dont a parlé Éric Larchevêque tout à l'heure. Si Facebook sort bien son stablecoin en 2019, là on va passer de quelques personnes dans la salle à 2 milliards d'utilisateurs qui vont utiliser un système associé à la blockchain. Donc l'année 2019, je pense que c'est vraiment l'année où effectivement on va sortir du B2B et aller dans le B2C. Merci beaucoup, merci de ce beau conclusion. Je vous invite à applaudir nos invités.